Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. Dans l'actualité ce jeudi, Mbougar Sarr réagit aux nombreuses polémiques sur son ouvrage La plus secrète mémoire des hommes. Le lauréat du prix Goncourt invite les uns et les autres à prendre connaissance du contenu de l'ouvrage. Et d'ailleurs, le livre en question est déjà en rupture de stock à la librairie 80. 150 exemplaires qui n'ont pas résisté à la forte demande et les commandes sont actuellement en afflux. Coronavirus, la tendance baissière se maintient, mais attention, l'on devrait craindre une quatrième vague. Des spécialistes de la santé alertent sur cette possibilité quasi imminente, nous le verrons. Et enfin, la rédaction vous propose désormais tous les jeudis une nouvelle rubrique sur la culture. Et pour ce premier numéro, focus sur le festival du court-métrage Dakar Court prévu les 6 et 11 décembre prochains. Mohamed Mbougar Sarr invite les Sénégalais à lire son livre d'abord avant de critiquer l'ouvrage. Le lauréat du prix Goncourt 2021 précise toutefois qu'il respecte les opinions des uns et des autres. Il a accordé un entretien à Papa Alioune Sarr. On l'écoute. C'est vrai que pour ma part, je ne sais même pas si j'ai quelque chose à dire à ce propos. Je suis un écrivain, je tente tout simplement de faire mon travail comme écrivain. Et cela, parfois, évidemment, peut entraîner des malentendus, des incompréhensions ou des réactions qui sont vives suite à des choses que j'aurais pu écrire. Mais moi, je demande simplement toujours qu'on lise ce qui est écrit et qu'on sache lire aussi. Et savoir lire, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Mais voilà, je respecte vraiment toutes les opinions tant qu'elles s'expriment dans le respect et la liberté qui est la mienne d'écrire et aussi celle que les autres ont de faire leur critique mais tant que la critique fait l'effort d'être le plus juste possible. Entretien spécial à suivre ce soir en intégralité à 20h45 avec Papa Alioune Sarr. Et ce livre de Mbougar Sarr s'arrache comme de petits pains à la plus secrète mémoire des hommes est en rupture de stock à la librairie Les 82 Mermoz. 150 exemplaires vendus durant les heures qui ont suivi la consécration de l'auteur Alioune Sow et Moussa Fall. Reportage. Terre Sainte, si silence du cœur, des purs hommes, la plus grande secrète mémoire des hommes. Ce sont les 4 livres signés Mohamed Mbougar Sarr. Le dernier lui a valu ce sacre, une fierté nationale et un modèle pour la jeunesse africaine. Ça a été une joie immense d'avoir que notre compatriote Mbougar qui a gagné ce prix Goncourt 2021 pour le pays de Senghor, de Boubacar Boris Diop. Je crois que c'est une fierté de plus pour dire qu'il y a de l'espoir pour ces pays. La plus secrète mémoire des hommes, paru en août 2021, a connu un franc succès en librairie. Depuis sa distinction au prix Goncourt, c'est le grand rush à la librairie. Quand le livre est sorti, il y a eu une première vague. On a reçu d'abord 50 exemplaires qu'on a vendus en 3 jours. Et par la suite, on a recommandé 200 exemplaires et en plus 100 exemplaires de plus. Donc, je peux dire en l'espace de un mois et demi, on a vendu 400 livres. Bien sûr, on a eu, la nouvelle est tombée ce matin, c'était vers 11h. Et après, c'était le grand rush. Donc, entre midi et 14h. On a écoulé tout le stock qui était disponible en librairie. 200 livres à peu près. Actuellement, rupture dans cette librairie n'empêche les commandes affluent. Oui, il y a des commandes qui sont en cours. Et d'ailleurs, on doit recevoir dès l'entame de la semaine prochaine, une autre vague d'arrivage. La plus secrète mémoire des hommes, lauréat du prix Goncourt 2021, un prix décerné pour la première fois à un Sénégalais.
L'ouvrage est très couru, l'annonce de la distinction. Et le ministère de l'Éducation nationale n'exclut pas la possibilité d'intégrer le livre de Mbougar Sarr dans les ouvrages au programme scolaire et bien sûr le contenu sera trié. Le porte-parole du ministère, Mohamedou Moustapha Diagne, revient ici sur la procédure d'intégration. D'abord, nous félicitons notre compatriote à la suite du chef de l'État et au nom du ministère de l'Éducation nationale. Alors, été hautement consacré et de la plus belle manière. Maintenant, en ce qui concerne l'introduction d'ouvrages de Sénégalais, d'Africains ou d'étrangers dans notre curriculum, il faudrait et nos programmes. Donc cette introduction d'ouvrages obéit à une procédure et à un processus qui d'abord passe par l'inspection générale de l'éducation et de la formation et les directions pédagogiques avant d'être validé. Il est clair que c'est un ouvrage évidemment qui va attirer l'attention du ministère de l'Éducation nationale et le ministère en temps opportun verra effectivement si donc il est utile, il est important, il est judicieux d'introduire l'ouvrage dans notre programme. Mais la possibilité n'est pas à écarter. Pour le moment, ce n'est pas en discussion, c'est un prix que nous venons de recevoir. Évidemment, c'est une possibilité que le ministère ne peut pas écarter, d'autant plus que c'est un ouvrage qui est l'œuvre de Sénégalais, donc d'un compatriote, quel que soit le contenu donc, de cet ouvrage-là. Il faudrait quand même que cet ouvrage soit parfaitement en adéquation avec les objectifs visés dans notre curricula. Donc, mais c'est un ouvrage, effectivement, qui va à l'attention du ministère de l'Éducation nationale. Et en tout temps voulu, nous étudierons toutes ces possibilités-là. Et ça couvre une grande brèche sur l'écriture, la lecture, la littérature tout simplement. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés aux jeunes Sénégalais passionnés d'écriture et il y en a énormément à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où s'est rendu Khadija Diouf. Faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, il est facile de rencontrer des passionnés de l'écriture. Cet étudiant en est un. Depuis mon enfance, j'ai commencé à écrire, surtout quand j'étais au collège. J'ai commencé à écrire sur la poésie et aussi sur les thèmes de la vie en général. Même s'il s'adonne à l'écriture, ces amoureux de la littérature peinent à réaliser leurs projets faute de moyens. Je suis confronté au plus grand problème dont les autres écrivains sénégalais sont confrontés, le manque de moyens. Parce que bien vrai que j'ai griffonné de gauche à droite quelques poèmes, nouvelles, mais généralement quand vous partez dans les maisons d'édition, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que si vous voulez, voilà, on va produire votre œuvre, mais vous allez payer la moitié. Vous voyez un peu. Donc disons que mes œuvres dorment dans les tiroirs, parce que si ça ne tient moi seul, j'ai pas 1 million, 2 millions. Quand les uns écrivent, les autres se font plaisir dans la lecture. Cette jeune fille a fait de la lecture une nourriture de son âme, dit-elle. Mais quand même, j'adore la lecture. Bon, au début, c'était en passe-temps. Depuis mon enfance, après les travaux ménagères et tout, je passais mon temps à lire. En plus, j'étais très curieuse, en fait. Mohamed Mbougar Sarr, le Sénégalais de 31 ans, lauréat du prix concours 2021, un sacre qui fait rêver les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pour clore ce chapitre sur la littérature, ou disons sur les livres, voici maintenant un reportage réalisé auprès de parents d'élèves qui souhaitent que les livres scolaires et les cahiers reflètent l'image du savoir et de la connaissance. Aïssa Toukane. À l'époque, le cahier s'alignait au programme de l'élève. La couverture avait aussi un rôle pédagogique, des mathématiques à l'historique, passant par la géographie grâce à des images. D'ailleurs, on passait tout notre temps avec nos cahiers pour apprendre les tables de multiplication, d'addition et de soustraction. À un certain moment, il y a des visages comme Lat Dior Diop, comme Ndiouf. Bon, ce sont des gens que nous ne connaissons pas parce qu'ils sont venus bien avant nous. Bon, donc c'était important de nous mettre ces personnes sur les cahiers. Mais maintenant, ce que nous voyons,
Moi, je le déplore parce que c'est de la politique. Oui, des gens qui veulent faire leur promotion en passant par les cahiers que les enfants sont en train de lire. Aujourd'hui, les images sur les cahiers de ces jeunes ne sont rien d'autre que de la propagande. C'est du moins l'avis de ce père de famille. Je ne vois pas l'apport de ces images. Le niveau des enfants est très bas. C'est juste une propagande. Il faut faire recours à nos figures historiques. C'est mieux. Malheureusement, les parents et enseignants sont désarmés face à la situation. Un éveil des consciences s'imposerait. Bien au niveau des parents que des directeurs d'école, je crois qu'ils sont plus ou moins désarmés. Le parent, d'accord, il a la latitude de ne pas acheter ce genre d'ouvrage. Mais le directeur d'école, comme il est chargé de mission, je trouve qu'il est mal placé pour lutter contre ça. Promouvoir des images sur les cahiers des élèves n'est pas un phénomène nouveau au Sénégal. Seulement, celle-ci s'éloigne de plus en plus du cadre scolaire. Une alerte dans cette édition. Nous ne sommes visiblement pas à l'abri d'une quatrième vague de contamination au coronavirus, même si les chiffres quotidiens actuels sont minimes. Des responsables de santé sonnent l'alerte. Seynabou Babo. L'administrateur de l'Institut Pasteur magnifie la proposition du chef de l'État d'instaurer un pass sanitaire pour l'accès aux lieux publics. Selon lui, cette mesure permettra de lutter contre la propagation de la Covid-19. Je pense qu'une des leçons importantes aussi qu'il faut qu'on apprenne de la Covid est de voir qu'en termes de bonnes pratiques, ce qui a été vu dans les autres pays et qui a donné de l'importance dans cette lutte doit être au mieux intégré et contextualisé dans notre système. Et c'est pour ça que avoir ce pass sanitaire va avoir un impact important. Dans la plupart des pays, cela facilite les voyages, cela permet de faciliter les regroupements, ça facilite toute la vie sociale qui est perturbée par la circulation. La représentante de l'OMS au Sénégal confirme que le variant Delta est toujours présent sous nos cieux. Elle n'écarte pas la possibilité d'une présence d'autres variants. Il circule, il est là, il est dans nous, il est par... Si vous regardez les résultats laboratoires actuellement, le variant Delta est toujours là. Aujourd'hui, tout autre variant peut arriver et c'est grâce au séquençage, c'est grâce aux analyses de laboratoire qu'on saura quel est l'impact dans la transmission, dans la sévérité de la maladie et aussi dans toutes les autres, par exemple dans vos tests diagnostiques. Une quatrième vague est redoutée en Afrique de l'avis du directeur de Africa CDC. Aujourd'hui, il y a 7 pays en Afrique qui sont en train de subir une quatrième vague déjà. Donc, c'est une question de temps. Donc, pour éviter ça, il faut aller se faire vacciner. C'est tout. C'est la seule façon d'éviter la quatrième ou cinquième vague. Les autorités sanitaires préviennent une éventuelle mutation du virus avec des variants plus contagieux peut arriver. Les populations sont appelées à se faire vacciner pour prendre les devants. Et l'Institut Pasteur de Dakar a donc formé 13 pays africains sur le séquençage. Le coronavirus cumule plus de 12 000 mutations. Alors, il faut absolument se préparer à faire face à de nouveaux variants, selon l'administrateur général de l'IPD, Dr Amadou Alfassal, que voici. Concernant les variants et leur importance, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on a une leçon importante qu'on a apprise de la Covid. Pour vous donner un exemple, on va partir au début de cette épidémie. Les premiers cas qui ont été vraiment repérés en Chine, c'était à la fin du mois de décembre. Le 12 janvier, la séquence de ce virus a été rendue disponible à tous les chercheurs du monde. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé toute la dynamique pour faire du diagnostic, et qui a permis que l'ensemble des différentes équipes produisent un test et des kits. On a pu, dès le mois de février, comme on le rappelait, faire une formation sur cette méthode-là. En moins d'un mois, le rendre disponible dans tous les pays en Afrique. Parce que la séquence a été publiée le 12 janvier. Deuxième élément, à partir de cette séquence, les gens ont commencé à travailler à faire un vaccin. Et vous savez que pour la Covid, on n'a jamais fait un vaccin aussi rapidement. C'est grâce
au fait qu'il y avait une séquence qui était disponible très tôt. Ce que ça veut dire par là, je vous dis qu'à travers cet exemple d'une séquence, avec des informations qui sont disponibles, on a pu lutter très efficacement et très rapidement. Et donc ça va devenir une norme en termes de santé publique. Dès qu'on aura un pathogène, qu'il soit nouveau, qu'il soit ancien, avec ces informations, on va aller très vite. Et c'est en ça que c'est important que ce type d'information puisse être disponible partout. Et c'est un constat, la réalisation de la Grande Muraille Verte est loin d'être effective. Les travaux réalisés jusque-là n'ont pas atteint un niveau satisfaisant. Les responsables de ce grand projet continental ont donc décidé de changer de paradigme, responsabiliser davantage les populations impactées. Et c'est pour cela que des contrats et plans territoriaux sont en cours. Plus de précisions avec le président du conseil de surveillance de l'agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte, Omar Ba. Les réalisations de la Grande Muraille Verte, les objectifs de reforestation et de reboisement sont jusqu'à présent assez faibles au niveau national et international. Donc les objectifs tels que nous souhaitons les atteindre n'étaient pas jusque-là atteints. Il fallait donc par conséquent qu'on change de stratégie, qu'on change de paradigme. C'est pour cette raison que le président a dit, pour rendre plus efficaces nos actions, de procéder à une territorialisation et de faire des contrats plans territoriaux avec les collectivités territoriales. Ces contrats plans territoriaux se justifient aussi par le fait que, par deux choses aussi qu'on peut ajouter. La première, c'est que l'environnement est une compétence transférée aux collectivités territoriales. La deuxième, c'est que pour reboiser, pour planter, il faut des terres. Et la gestion des terres du domaine national a été confiée par l'État aux collectivités territoriales. On pourrait aussi ajouter une troisième dimension, c'est que pour reforester, pour reboiser, il faut l'implication des populations. Et d'autres changements environnementaux sont également attendus de la COP26 qui se déroule à Glasgow. Le Sénégal y participe bien entendu. Et au niveau local, des acteurs de l'écologie ont exprimé leurs attentes. Plus d'actions concrètes et moins de négociations. Papi Ramandjai avec Barasso. Ils profitent d'un horizon radieux. Mais le décor l'est moins à cause des déchets de toutes sortes qui jonchent la corniche de Dakar. Quand il regarde cette forme de pollution qui gagne du terrain et qui ternit l'image, la beauté de la corniche de Dakar, Djibril Niang, défenseur de l'environnement, contrairement aux autres, ne pense pas aux selfies. Il est préoccupé par la dégradation du cadre de vie de la mer dans ce contexte de COP26. Il y a des observateurs des pays du Sud qui jusqu'à présent sont dans leur pays et ne sont pas sûrs qu'ils vont aller à la COP. Et même au Sénégal ici, il y a des gens qui sont encore là, qui devraient être à la COP et qui ne sont pas encore à la COP, faute de visa, faute de billets ou faute de logement. Au-delà de la représentation qu'il juge faible des pays sud à ce rendez-vous mondial, le président des jeunes volontaires du Sénégal ne cache pas son inquiétude par rapport au financement de l'adaptation climatique. Parce qu'on a jugé que les 100 milliards de dollars, ce n'était pas ambitieux pour financer notre adaptation. Qu'est-ce que tous les pays sous-développés vont faire avec 100 milliards de dollars? Ça ne sert à rien. Donc il faut l'augmenter. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe Afrique, il va avec des propositions qui vont au-delà de 100 milliards de dollars. Actuellement, on parle de 700 milliards de dollars ou de 1300 milliards de dollars pour financer l'adaptation des pays du Sud. Le militant de l'environnement a pris part à la COP22 de Marrakech qui s'est déroulée en 2016 au Maroc. Malgré ses réserves sur les vraies intentions des pays pollueurs pour cette COP, Djibril Niang espère des actions concrètes. Dans la contribution par rapport au gaz à effet de serre, nous on est à 4%, donc on n'est même pas pollueur. Donc par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui, nous on ne pollue pas. Mais nous sommes le continent le plus vulnérable. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Là où nous sommes aujourd'hui, les régions côtières sont en train de grignoter nos côtes. Le rapport du GIEC nous a montré que nous avons 8 ans pour changer de cap. Il attend avec impatience les mesures qui seront retenues à l'issue du sommet de Glasgow. En attendant,
Le président des Jeunes Volontaires du Sénégal va poursuivre ses activités au plan local au nom de la préservation de l'environnement. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye, pour ce reportage. Beaucoup de producteurs ont connu une situation de surproduction et de mévente lors de la dernière campagne agricole. Dans la filière oignon, par exemple, le stock est encore difficile à écouler. Les acteurs se sont alors rencontrés pour tenter de trouver des solutions là-dessus. Le directeur de l'horticulture, Dr Macoumba Diouf. Les filières horticoles de manière générale et de manière particulière ont connu un boom avec une production ou des productions records. Alors, ce qui a permis aujourd'hui de passer de 210 000 tonnes en 2012 à 444 000 tonnes en 2020. C'est quand même important. On a pratiquement doublé la production. Pour résoudre ce problème, il faut donc arriver, que ce soit pour les agrobusiness, surtout, mais aussi les autres acteurs qui produisent significativement de l'oignon, arriver à les identifier. Pour savoir d'où proviendra et quand, et pour quelle quantité, la production d'oignons pour la campagne à venir. On va recenser les intentions d'emblavure, c'est-à-dire les intentions de mise en culture. Qui 10 hectares, qui 100 hectares, qui 200 hectares, et quand. On fera un suivi pour avoir les dates de semis. On fera un suivi pour donner des conseils sur l'itinéraire technique. Et donc, on pourra avoir une bonne lecture en termes de prévision de récolte et de moment de récolte sur la production attendue. De la culture désormais tous les jeudis dans votre 1945 et pour ce premier numéro à Wajop nous plonge au cœur des préparatifs du festival du court-métrage Dakar Court et c'est prévu du 6 au 11 décembre prochain. 14 films seront en compétition. Regardez. Les talents africains du 7e art se donnent rendez-vous en décembre à Dakar. Au-delà de l'affiche signée Célie Rabican, la bande-annonce du festival promet la magie au bout de l'écran. Hey, what's up? Allô? Waaw. Fan mooy Dakar Court? Waaw, baax na. Mais dama xew Dakar Court. Cette semaine, même les enfants ont leur place à Dakar Court. La magie du cinéma, c'est à Dakar, capitale du court-métrage. Le Festival international du court-métrage de Dakar. 4e année consécutive que ce festival se tient et intéresse. Le principal initiateur, Molikan, non moins président de Cinémarec, ne cache pas sa fierté de voir son bébé grandir. Une tribune pour la promotion des jeunes pépites du 7e art du Sénégal et de la sous-région. Notre objectif, c'est de fédérer tous les jeunes créateurs dans le domaine cinématographique pour participer au développement de notre cinéma. Et Cinémarec organise le festival Dakar Court parce que chaque année, il y a beaucoup de productions cinématographiques en Afrique. C'est dû aux nouvelles technologies, parce qu'auparavant, pour faire un film, c'était très lourd, surtout les courts-métrages, avec les pellicules, etc. Là, avec une caméra, même les appareils numériques, nous arrivons en tant que jeunes de faire nos premiers pas à travers ces outils qui nous permettent de continuer de faire des films. Ce qui montre qu'il y a beaucoup de courts-métrages produits par les jeunes et souvent on voit sur ces productions des films qui honorent les pays africains à travers l'international, aussi au Sénégal. On a beaucoup de films faits par des jeunes à travers ces outils comment dirais-je, numériques. Et ces films honorent le Sénégal. Et c'était pour nous très important de pouvoir valoriser ce format du court-métrage qui est très très particulier et très important dans les politiques en tout cas de Cinémarec. Sur 217 films reçus lors de l'appel, 14 courts-métrages vont compétir.
Le doyen du cinéma, Ousmane William Baye, est choisi cette année à la tête du jury. Une marque de considération qu'il salue et compte s'appuyer sur ses pairs pour mener à bien sa mission. Aujourd'hui, il me propose d'être président du jury, ce que j'accepte avec beaucoup de bonheur. Et je suis très touché par ce respect, parce que je suis d'une autre génération. Le palmarès dépend très souvent de la qualité des membres du jury. Si des professionnels, je pense qu'il n'y aura pas de gros problèmes en principe. Et mon rôle de président, ce sera beaucoup plus de manager les sensibilités, de voir qu'est-ce qui unit les gens dans leur choix. Et s'il y a consensus, il n'y aura pas besoin de trancher. Et s'il y a conflit sur certains films, bon, on a une manière dans les jurys de trancher. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Deuxième, vu les extraits que j'ai vus, j'ai l'impression qu'il y a de très beaux films. Et ça, c'est agréable pour un jury. Et au-delà de l'appui financier du ministère de la Culture et de la Communication, la tutelle compte saisir cette plateforme pour la création d'accords de coproduction entre les pays de l'UEMOA. Le ministère de la Culture s'est engagé dès la fin de l'édition dernière. J'étais là à la clôture et j'ai eu l'occasion de présider cette cérémonie de clôture en disant que l'âge, c'était 3 ans. C'était un âge où on se tient bien debout, mais on a fait sa personnalité. Et c'est ce travail que ce festival est en train d'être fait et que j'avais réaffirmé l'engagement du ministère de la Culture et de la Communication à soutenir ce projet. Cette année, ça va se faire. Il y aura ce soutien financier, mais pas que. Nous pensons que Dakarcourt doit servir de lieu pour échanger. C'est pour cela qu'en dehors des activités de films que nous allons voir en compétition et en dehors des compétitions, en dehors des formations que les jeunes africains et sénégalais pourront recevoir, nous avons pensé à réunir d'une part les directeurs généraux des cinématographies de l'espace UEMOA pour travailler dans des coproductions. Il faut voir comment lier tous ces états-là par des accords de coproduction qui permettraient d'apporter des moyens supplémentaires pour les cinéastes. L'innovation majeure de cette édition du festival de court-métrage est Dakarcourt Critique, un programme dédié aux journalistes spécialisés en culture pour mieux les outiller en matière de critique de cinéma. Les organisateurs, dont Cinémarec, l'Institut français et le ministère de la Culture, promettent de faire vivre la magie du cinéma durant ces 5 jours à Dakar, où la capitale sénégalaise sera également capitale du court-métrage. Awa Diop, que vous allez d'ailleurs retrouver demain et le reste du week-end pour le 19-45. Et n'oubliez pas, ce soir, à 20h45, rendez-vous avec Papa Lunsar pour un entretien spécial avec Mohamed Mbougar Sarr, qui, faut-il le rappeler, est le lauréat du prix Goncourt 2021. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonsoir à tous.